Il fait froid et nous avons chaud. Mais pas possible que nous dormions tranquilles pendant qu'il meurt dehors. L'appel lancé par l'abbé Pierre en ce 1er février 1954 soulève une vague de dons sans précédent. Dans chacune de ces lettres, de l'argent, une envie d'aider. C'est l'insurrection de la bonté, restée dans toutes les mémoires. Les 1677 sans-logis parisiens ont droit à une parole, un morceau de pain, une soupe chaude. Parmi eux, 2 tiers sont des Algériens. La suite de son histoire, c'est l'histoire des 20 années qui ont révolutionné la France. Une histoire avec tous ses acteurs, ceux d'ici et ceux venus d'ailleurs. Quand la France perd l'Algérie, quand il y a du travail pour tous, quand les jeunes puis les ouvriers prennent la parole. Je ne sais pas ce que nos parents ont souffert, je ne sais pas ce que la France a souffert, je ne sais pas pourquoi on nous a mis dans des cages à lapins. Je me suis dit, non mais vous vous rendez compte de la chance que vous avez de récupérer des bonnes espagnoles? Ah, mon papa, pour moi, c'est mon idole. C'est mon Ronaldo à moi. Il n'a jamais arrêté de travailler, jamais. 20 ans, une génération. Quand nos parents et nos grands-parents ont cru en leur chance. 20 ans où ils ont changé la France. Espagnols, Algériens, Français, notre récit commence là, avec les gens des bidonvilles, comme on les appelle alors pour la première fois. Et cette boue. Ouais, c'est la pluie qui a fait ça, mais on ne peut rien y faire. Hein. C'est un destin qui nous est fixé de vivre dans cette boue en ce moment. Pourquoi un destin? Comment ça? Puisque les autorités françaises ne veulent pas nous aider. Comment voulez-vous qu'on y fasse quelque chose? Alors on vit dedans, on marche, et puis on se dit, ce soir, on cirera nos chaussures. De Nanterre à Villeurbanne, de Saint-Denis à Marseille, plus de la moitié de ceux qui vivent là sont des Français, pas comme les autres. Ils viennent des départements français d'Algérie. Ils sont appelés les Français musulmans d'Algérie. Mon père, il est arrivé d'Algérie et il s'est marié avec ma mère. Ils se retrouvaient donc à la Timone, c'est dans le 10e arrondissement de Marseille, dans des bidonvilles. Et plus exactement donc dans un terrain de gendarmes où il y avait un château. Voilà. Donc la première maison de ma mère en France, c'était un château. Il y avait la question de l'hygiène qui, quand on était tout petit, ne nous posait pas de problème. Mais après, en grandissant, c'est vrai que la bassine dans laquelle on prenait le bain devenait quand même un peu étroit, quoi. Même s'ils ne vivent pas dans les bidonvilles, la majorité des Français n'ont pas encore de toilettes ni de douche. Et s'ils n'ont pas de douche, ils ont de grands espoirs. Moins de 10 ans après la Seconde Guerre mondiale, la France est en pleine reconstruction. Le logement n'est pas la priorité. C'est l'économie qu'il faut redresser. Et on a besoin de bras. Mon père est venu chercher du travail. L'Italie, donc juste après-guerre, c'était une Italie dévastée, très misérable. On racontait peut-être qu'en Lorraine, voilà, c'était une espèce d'Eldorado, il y avait du travail pour tout le monde. Donc c'était essentiellement pour peut-être améliorer sa condition de vie. Les Italiens qui venaient, c'était des jeunes surtout. Hein. Je trouvais qu'ils étaient un peu arrogants. On aurait dit qu'ils étaient plus chez eux que nous. Moi qui suis d'origine, je pense pas être comme ça, donc ça me gênait un petit peu. Comme après 1870, comme après 1918, les immigrés arrivent d'Europe ou des colonies pour redresser le pays. En ce début des années 50, la France redémarre. Mais un événement vient bousculer le scénario habituel. Les colonisés réclament leur indépendance. Cela commence en Indochine, où les Vietnamiens d'Ho Chi Minh tiennent tête à l'armée française.
l'État ne mesure pas ce mouvement de décolonisation qui démarre. Il recrute même des Français musulmans d'Algérie pour défendre son empire. Notre père a quand même fait l'Indochine, il le disait très clairement. Je suis parti volontaire, on m'a proposé de m'engager pour avoir un revenu. Et j'y suis allé, quoi. J'y suis allé parce qu'il fallait nourrir. J'étais l'aîné des garçons, mon père était handicapé, son père qui avait fait 14-18 aussi. Hein. Donc il était à Saigon, il était à Dien Bien Phu, il a été prisonnier, enfin comme il y a une histoire. De toute façon, il y avait toute l'armée française. Ouais, c'était tous. Mais il était, quand il le racontait. C'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit un jour. Il m'a dit, j'ai combattu pour la France, mais après c'est la France qui m'a combattu. Il avait des punchlines comme ça. Il en avait, ouais. Leur père rentre en Algérie quand la France perd l'Indochine. Première brèche dans son empire colonial. Et quand à leur tour les Algériens revendiquent leur indépendance, l'État envoie le contingent. Chaque famille française compte parmi elles un mari, un fils parti au Djebel. Mon père, j'ai un truc que j'ai jamais oublié, c'est quand je suis parti à l'armée. Et quand je suis parti à l'armée, il m'a serré dans les bras et il pleurait. Et j'avais pas compris pourquoi il m'avait serré comme ça. Je me suis dit, il faut pas que je meure. Pratiquement tous les jours, j'envoie une carte postale pour qu'il sache que je suis vivant. S'appuyant sur un nationalisme fanatique, une certaine propagande étrangère voudrait nous faire douter de la légitimité de notre présence. Provoquant des manifestations dans certaines villes métropolitaines, certains estiment aujourd'hui que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes devrait nous pousser à abandonner l'Algérie. Pour la première fois, l'État est en guerre avec ses immigrés sur le sol français. La peur s'installe en métropole. Pendant la guerre d'Algérie, pour les Algériens qui vivent en France, ça se tend très très fort. La crémière qui vendait du lait refuse de vendre du lait à ma mère pour son bébé de 6 mois. Parce qu'elle est algérienne et parce qu'elle ne parle pas très bien le français, voire quasiment pas du tout, et qu'on est dans un conflit, quoi. Et là, peut-être que la crémière avait son fils qui était, j'en sais rien, moi, en Algérie, ou bon, le contingent, ça a laissé des traces. Les Algériens se retrouvent catalogués comme terroristes. Les combattants en Algérie comme ceux qui travaillent en France. En métropole, ils sont fichés et doivent porter sur eux en permanence une carte spéciale. Des centaines sont arrêtés. Le Veldiv, le gymnase Japy servent à nouveau pour les interner. Les droits de l'homme sont bafoués. Nous sommes restés 3 jours à Puteaux, sans manger, sans boire. Et de Puteaux, il nous a amenés dans le 18e arrondissement. Je suis resté dans le cellule pendant 8 jours et 8 nuits, debout, et les mains en l'air. Nous avons la torture tous les 2 heures. Enfin, je vous dis que j'ai ma chemise tout rouge de sang. Pour les 230 000 Algériens présents en France, difficile de ne pas s'engager pour l'indépendance. Mon père, il a toujours vu son père courber les chines, quoi. Et mon père, lui, il est membre du FLN, quoi. Il combat pour son pays, pour la liberté de son peuple, etc. Sinon, je suis très fier. Je veux dire, moi, j'ai toujours revendiqué ça. Je pense que c'est un résistant, comme Jean Moulin ou comme d'autres, quoi. Il y avait de l'argent qui transitait à la maison, il y avait des armes qui transitaient à la maison, il y avait des gens qui étaient plus ou moins recherchés, etc. Mon grand-père était quand même très engagé. C'était l'un des rares lettrés aussi. Donc il a commencé à avoir de grosses responsabilités dans le FLN, dans le Sud. Et du coup, il a fini par se faire prendre, il était en prison. Il a été emprisonné sans jugement des Français. Et donc il a pris 3 ans parce qu'en fait il a été emprisonné jusqu'à l'indépendance de l'Algérie qui était en 62, qui était l'année de naissance de ma mère.
En plein conflit, De Gaulle prend le pouvoir et fonde notre 5e République, avec la promesse de garder l'Algérie française. Promesse intenable alors que toutes les colonies d'Afrique gagnent leur indépendance. Face à la détermination des Algériens, De Gaulle entame les négociations. Mais en métropole, il intensifie la répression. 17 octobre 1961. Pour protester contre le couvre-feu que leur imposent les autorités, 40 000 Algériens manifestent à Paris. Présent lors de la manifestation, Smaïl Zidane témoigne une nouvelle fois de cette page d'histoire. Il écrit dans ses mémoires: des CRS frappent avec leurs matraques et blessent des nôtres qui n'ont rien d'autre pour se défendre que leurs mains. Des femmes tombent sur leurs enfants, des poussettes sont écrasées. Une centaine de morts, certains noyés dans la Seine. Une autre centaine de disparus. C'est le premier grand massacre en France depuis la Seconde Guerre mondiale, occulté pendant plus de 30 ans. Un silence qui pèse lourd sur la vie des Algériens en France. Je ne sais pas ce que nos parents ont souffert, je ne sais pas ce que la France a souffert. C'est un vide, c'est fou. Je sais plus sur Vercingétorix que sur mes parents. J'en sais plus sur Clovis et son putain de vase que sur mon père et la guerre d'Algérie. 6 mois plus tard, l'Algérie est indépendante. Un million de rapatriés arrivent en métropole. Des Français qui n'ont jamais vécu en France. Je suis arrivé en France en juin 1962. En suivant ma famille, j'étais à peine âgé de 12 ans. Et mon père avait 53 ans et ma mère 46 ans, ce qui était très dur pour eux. Ils se sont retrouvés en situation de chute sociale, de déclassement social très prononcé, puisque ma mère est devenue ensuite ouvrière d'usine à l'usine Peugeot. Et quand on arrive en France, comme ça a été le cas pour mes parents, qui étaient en fait quelque part des immigrés ou des réfugiés, qui sont obligés d'avancer pour vivre, effacer son accent. Parce que là, le problème, c'est l'effacement de l'accent, qui était très très fort. L'accent était très fort et qui permet, entre guillemets, à l'époque, c'était le mot qui était utilisé, de s'assimiler à la société française. Quant aux Algériens qui vivent en France, ils perdent la nationalité française et deviennent des étrangers. On était moitié français, moitié algérien à la maison. Parce que tous ceux qui sont nés après 63 étaient français et nous sommes algériens. Donc il y avait ceux qui, les 4 aînés, nous avions un titre de séjour et les autres avaient une carte d'identité française. C'était le paradoxe de la loi. Cette coupure soudaine qui traverse les familles va marquer les générations à venir. Et je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas avalé la pilule, quoi. Non mais c'est fini, ça y est, c'est terminé, la guerre d'Algérie, elle est perdue. La France a perdu la guerre d'Algérie, point final. Non, mais moi, ça m'est déjà arrivé de le dire à un patient une fois. Il me dit oui, moi j'ai fait la guerre d'Algérie, j'ai fait la guerre d'Algérie. Je dis oui, mais vous avez fait la guerre d'Algérie, mon père aussi l'a fait, mais lui il l'a gagné. Et puis ça s'est arrêté là. Mais pour nous, c'est réglé, quoi, je veux dire. Il y a l'histoire de la mémoire qu'il faut régler, mais l'événement lui-même, il est clos. Il est tout à fait naturel que l'on ressente la nostalgie de ce qui était l'Empire. Comme on peut regretter la douceur des lampes à huile, la splendeur de la marine à voile, le charme du temps des équipages. Mais quoi? De Gaulle compte ouvrir une nouvelle page. Chacun chez soi. Les Algériens en Algérie, les Français en France. La France est désormais l'Hexagone, surnom méprisant que lui donnent les nostalgiques de l'Empire. Mais pour De Gaulle, l'Hexagone est promis à un grand destin. Sur les ondes, il martèle son ambition. Ma grand-mère, avec ma soeur, mon frère, on y faisait répéter les discours de Gaulle en français. Et on était pliés de rire par l'intonation de la voix.
c'était fabuleux. C'était fabuleux. Elle était contente de nous faire plaisir. La France a perdu ses colonies, mais elle a gagné son premier hypermarché. C'est parti pour un boom économique jamais vu, passé à la postérité sous le nom de 30 Glorieuses. La France entre dans la modernité à la vitesse de l'automobile. Des kilomètres d'autoroutes couvrent le territoire. Des pistes d'aéroports s'érigent aux portes de Paris. Et enfin, des logements sortent de terre. Bon, ouvrez s'il vous plaît. Il n'y a pas d'alcool. Contre toute attente, 300 000 Algériens viennent travailler en France. Vous saviez qu'il fallait avoir une carte de travail délivrée par... Ça fait beaucoup, ça, hein? Oui, monsieur. Le boulot, il était en France. Il n'était pas en Algérie, quoi. Et je pense que mon père, il en avait d'ailleurs une petite amertume, quoi, d'avoir dû, comme beaucoup d'immigrés algériens, il en ressentait un peu d'amertume d'avoir dû partir au moment où le pays devenait indépendant. Mais je pense que c'était pour le boulot, quoi. Le boulot, il était en France. Mon père était investi dans la résistance, enfin, oui, c'est ça, dans la résistance. Et à l'indépendance, mon père était chauffeur de bus en Algérie, et à l'indépendance, la RATP embauchait plein de chauffeurs ici, et mon père a sauté sur l'occasion. Ces Algériens ne sont pas les bienvenus. Les vainqueurs d'hier rappellent par leur présence la blessure de la guerre. Ils incarnent toujours l'ennemi de l'intérieur. Mon grand-père, il a commencé par revenir ici, dans le Nord-Pas-de-Calais, où on embauchait beaucoup de mineurs, parce que voilà, c'était une région avec beaucoup de mines. Il se faisait petit. Il ne voulait pas être jugé, notamment avec ce qui se passait en 60 avec les colonies. Même s'il était marocain, il se faisait beaucoup arrêter dans les cafés pour voir s'il était algérien. Voilà, c'était lourd. Si l'État français contrôle l'immigration nord-africaine, il ferme les yeux sur d'autres arrivants. Le boom économique de la France attire des immigrés venus du sud de l'Europe. Au Portugal, la dictature d'António Salazar fait régner l'ordre et la misère. Les Portugais tentent l'exil vers la France. Salazar refuse de les laisser partir. Des filières clandestines s'organisent. C'est le passeport lapin. Mon père décide de partir pour une nuit. Il paye, comme tous les immigrants de l'époque. Il va payer ce qu'on appelait des passeurs. Un passeur qui va l'amener du Portugal à la frontière espagnole. Un autre qui va le prendre à la frontière espagnole, qui va l'amener à la frontière française. Et puis de la frontière française, il a une petite adresse pour aller, comme tout le monde à l'époque, du côté de Champigny. Et le train va bifurquer à Bordeaux et se retrouver à Clermont-Ferrand. Et ensuite, il vient nous chercher. Le jour du départ, oui, je me souviens. Ben, c'était difficile. C'était le petit garçon qui partait, qui perdait une partie de sa famille, qui perdait ses amis, mon petit chien, voilà. Et puis on partait vers une aventure qu'on ne connaissait pas. Les jeunes Portugais, eux, rêvent d'échapper à l'obligation de faire la guerre en Angola, la colonie portugaise qui se bat pour son indépendance. Parmi eux, un adolescent qui deviendra plus tard l'un des membres des Charlots. Je suis à 2 ans de l'obligation de faire le service militaire et l'idée d'aller mourir
pour un pays qui va à tous les coups avoir son indépendance, parce que je vois bien que c'est dans l'air du temps, je me dis que c'est pas fait pour moi, mais si je veux pas y aller, il faut bien que je m'en aille. Je pouvais pas dire directement à mon père, il va me tirer. Et donc j'ai choisi le salto. C'est comme ça qu'au Portugal, on nommait l'immigration en général. Et donc j'ai sauté. Un été, au mois de juin. Le jour où je suis parti, mon père n'était pas à la maison. Et j'ai compris. Il était sûrement trop triste et il se doutait que j'avais un projet à long terme. 20 000 en 1954. Ce sont 20 ans plus tard 700 000 Portugais qui partagent le même projet à long terme. L'espoir de changer le cours de leur vie. Sitôt arrivés en France, ils obtiennent leurs papiers sans difficulté. Clermont-Ferrand, en Auvergne, devient l'une de leurs capitales, avec Michelin, ses cités et ses usines. Dès l'origine, l'entreprise a utilisé tous les moyens à sa disposition pour essayer de faciliter la venue des parents, les frères, les cousins, voire même les amis, pour recréer chez nous, sur les lieux de travail que nous proposions à ces personnes, pour recréer des communautés qui leur permettent de retrouver un petit peu le genre de vie qu'ils avaient laissé. Mon père, il est venu nous chercher, il habitait dans un HLM. Mais bon, quand on fait les 3-8, c'est compliqué d'habiter dans les HLM, on travaille de nuit. Les gamins, quand ils vont à l'école à 8h, ils font du bruit, machin. Et du coup, il avait été voir Michelin et demandé s'il n'y avait pas une autre solution. Et du coup, ils lui ont donné une maison, ils lui ont loué une maison. Dans ce quartier-là, tout le monde travaillait chez Michelin. Ou le père, ou la mère, mais il fallait que... Donc on était tous des enfants de chez Michelin, quoi. Là où on habitait, il y avait de tout, hein. Toutes les nationalités. On jouait au foot ensemble, on allait à l'école ensemble. C'était exceptionnel. Les gars résonnent aussi en espagnol. Eux aussi fuient en masse la misère et la dictature, celle du général Franco. Dans les immeubles bourgeois du 16e arrondissement, les concierges portugais occupent les loges et les bonnes espagnoles les chambres de service. Elles ont pris le relais des bonnes bretonnes. J'ai été élevé dans le 16e arrondissement parce que c'était l'endroit où mes parents pouvaient travailler. Et comme on logeait à domicile, généralement dans les familles chez lesquelles on travaillait pendant des années, parce qu'il y avait une vraie affection, une vraie complicité. Dans les premiers temps, on était dans des petites chambres de bonnes. Moi, je dormais avec ma mère et mon père était dans une autre chambre. Donc voilà, donc c'était un mix entre la petite chambre de bonne qui était peut-être au 6e étage et puis les appartements sublimes avec des parfums, des œuvres d'art. À une époque, il fallait servir en livrée. Moi, mon père, il avait carrément le truc de Nestor, de Tintin, quoi. Donc je le trouvais beau, je trouvais qu'il était beau. Et puis alors quand il était habillé avec les gants, la galère, c'était de prendre des grands plateaux d'argent avec les gants blancs. J'étais obsédée par mon prénom, parce que alors là, tout le monde se moquait de mon prénom. Et donc, je voulais m'appeler, mon rêve, c'était Martine. Martine va à l'école, Martine, vous connaissez ces livres. Oh, ça me semblait le prénom le plus sublime du monde, quoi. Et donc, je rentrais, je disais, maman, on ne pourrait pas changer mon prénom? Et elle me disait, non, tu es née Mercedes. Vous savez, des années après, quand j'avais fait toutes mes études, que j'avais réussi mes parcours, que j'avais été prof de français, que j'avais fait HEC, que voilà, ça va, quoi, j'avais fait assez d'études, je suis allée en présentation et on me citait beaucoup. Et le patron a dit, c'est qui Mercedes, la bonne espagnole? Je me suis dit, ouais, mon vieux, tu vas savoir ce que c'est que les bonnes espagnoles, tu vas d'abord respecter les bonnes. Bizarrement, ça m'a pas du tout construit une forme d'arrogance. Je me suis dit, non, mais vous vous rendez compte de la chance que vous avez de récupérer des bonnes?
les immigrés ne cessent d'arriver à la recherche d'un meilleur avenir. Ma maman, quand elle a quitté l'Algérie pour rejoindre l'homme qu'elle aime, et l'homme qu'elle a toujours aimé, c'est vrai qu'elle n'a pas quitté l'Algérie en se disant, voilà, je vais faire ma vie, je vais avoir des enfants et tout, puisqu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Elle n'avait pas loin de 40 ans. Elle n'a jamais pu avoir d'enfants alors qu'elle avait déjà été mariée. Et elle s'est dit, je vais rejoindre mon mari et puis je reviendrai. Puis finalement, elle est tombée enceinte. La joie, le bonheur d'être libérée certainement de choses très très difficiles en Algérie. Et donc elle a eu 4 enfants. Moi, mes parents, ils sont venus en France pour étudier. Il y avait un mouvement de séduction en fait de la part du bloc occidental, du bloc soviétique envers les pays d'Afrique, pour tisser des liens, pour tisser un réseau, pour beaucoup de choses. Et donc il y avait un accueil qui était plus chaleureux, qui était intéressé certes, mais qui était quand même plus chaleureux. En une décennie, le nombre d'immigrés double, atteignant 3,5 millions dans une France qui compte 48 millions d'habitants. Pas un chantier, pas une route, pas une usine où ils ne sont pas. Ils s'installent et travaillent. Dans la mémoire de leurs enfants, les 30 Glorieuses, c'est la gloire de mon père. Ce père courageux, infatigable, qui cumule plusieurs boulots. Mon père, il me rappelle qu'il partait à 4 h du matin, il rentrait, il était à peu près 14 h. Il dormait 20 minutes, un quart d'heure, et il repartait travailler avec des maçons. Voilà, il y avait juste un petit intermède de 20 minutes. Et hop, tout de suite, il partait jusqu'au soir. Ah, mon papa, pour moi, c'est mon idole. C'est ma star, c'est mon Ronaldo à moi. Ma mère a commencé à trouver du travail en femme de ménage, et c'est mon père qui l'aidait. Lui, il balayait, ma mère lavait derrière. Et comme elle avait pas mal de bâtiments, il avait pas mal de boulot. Et donc, il a beaucoup travaillé. Et là, de toute façon, il a travaillé toute sa vie. Mais pour vivre dans cette France des années 60, le salaire des pères ne suffit pas. Nous étions une famille nombreuse, 6 enfants, les parents, avec le seul salaire de mon père. Donc évidemment, les allocations familiales avaient un poids important, c'est sûr, c'est sûr. Je pense que ça devait représenter au bas mot 1,5 fois, peut-être 2 fois le salaire de mon père. Je me souviens du monsieur des allocations familiales. Je me souviens de ce monsieur qui venait payer en liquide. Et il venait avec sa sacoche en cuir dans laquelle il devait avoir une demi-fortune, puisque je pense qu'on n'était pas la seule famille. Hein. Quand il venait pour les allocations familiales d'une bonne partie de la cité. En début de mois, t'as Jean-Pierre, il vient dans le quartier. Alors ce qui est rigolo, c'est que Jean-Pierre, des fois, il est malade. Et quand Jean-Pierre il est malade, et puis t'as un mec, il le remplace. Et il s'appelle Jean-Pierre aussi. Et on sait que cet homme, ce Jean-Pierre, c'est le seul homme qui rend heureuse nos parents. Et quelques années après, on comprend qu'en fait, Jean-Pierre, c'est l'agent payeur. Parce que, dit vite fait avec l'accent, l'agent payeur, ça donne agent pilleur. Allocation familiale, aide au logement. Et au centre de tout, l'école. Pour tous, elle est l'espoir. Leurs enfants auront une vie meilleure. Les raisons qui ont poussé mes parents à partir, c'est tout simplement qu'il n'y avait pas d'école publique en Espagne. On avait confié ça en grande partie au curé, avec des consignes précises, et donc elle était payante. Peut-être était-elle gratuite pour ceux qui avaient fait la gare du bon côté, je ne sais pas, il faudrait que je me renseigne là-dessus. Et donc elle a une place importante, cette école, dans laquelle nous sommes d'ailleurs, pour tous les frères et sœurs que nous sommes, on y est tous passés par cette école Jean Jaurès. L'avenir s'ouvre pour eux, parfois au-delà de ce qu'imaginent les parents. Et j'ai passé mon certificat d'études, j'étais un des premiers à avoir fini, j'ai réussi. Je suis venu ici, j'ai dit à mon père j'avais réussi, il voulait m'enfiler un taquet, il m'a dit c'est pas bien de mentir. Et j'ai réussi à m'amener à l'école pour
pour monter, j'ai réussi. Ben, sur le tableau, la lettre A, Sadorian, c'était en haut. Mon nom était bien en haut. Ils ne voulaient pas le croire quand même. Ils ne voulaient pas le croire quand même que j'avais réussi. Et ils m'avaient acheté, pour me féliciter, quoi. Ils m'avaient acheté un dictionnaire Larousse. Et je l'ai encore là-haut. Il est vieilli, mais j'ai encore conservé ce dictionnaire. À partir du moment où je suis allé au lycée, j'étais vénéré par ma famille. J'arrivais le soir, j'avais une sœur qui m'enlevait les chaussures et les chaussettes, une autre sœur qui m'apportait une bassine d'eau chaude avec du gros sel, et ma mère qui me lavait les pieds. Et ensuite, il fallait faire le silence absolu, parce que le petit Jeannot se mettait à la table de la cuisine et faisait ses devoirs. Et ma réussite, pour mes parents, ça voulait dire que d'une certaine manière, ils étaient vengés de tout ce que l'histoire leur avait fait subir en Anatolie. Dans ces années 60, l'école républicaine promet l'ascenseur social. Et les enfants d'immigrés peuvent espérer faire partie des futurs cadres de la nation. Encore faut-il en connaître les codes. Je racontais à ma maman, bon, alors, là, vois-tu, je vais prendre latin et allemand. Alors, elle me regardait, elle me disait, allemand? Pourquoi faire l'anglais, quoi? Non, non, latin et allemand. D'accord. Et après, je prenais grec. Et elle me disait, grec, t'es sûr? Tu veux pas t'amuser un peu? Non, latin, allemand, grec. Donc, évidemment, je tombais dans les meilleures classes, puisque j'avais trouvé la façon dont la France sélectionnait les gamins. Sans s'en apercevoir, la France change de visage. Qu'ils soient immigrés ou français, les jeunes ont les mêmes loisirs. Ils aiment les mêmes musiques. Nouveaux sons, nouveaux mélanges. Jamais les mariages mixtes n'ont été aussi nombreux. Ma fille, elle se marie avec celle qui lui plaît, mais je veux qu'elle se marie avec un homme qui est bien. Oui, que ce soit un Algérien, que ce soit un Français, que ce soit un Italien, que ce soit un Chinois. Le moment qu'elle trouve un homme qui le concerne, c'est le principal pour moi. Mon père antillais se marier avec une Arménienne, c'était compliqué dans les années 60. Un peu comme Juliette Gréco avec Miles Davis, c'était pas facile. Et ce que mes grands-parents voulaient pour ma mère, c'est qu'elle se marie avec un notaire, quelqu'un qui a une position sociale. Là, c'est un artiste, un saltimbanque, black. Mais ma mère, amoureuse, a choisi voilà, elle a préféré l'amour, donc je suis le fruit à la fois de la culpabilité et de l'amour. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus drôle que n'importe qui, mon nom s'étalait. Saltimbanque, mais aussi sportifs, journalistes, couturiers, des enfants d'immigrés montent en haut de l'affiche. J'étais le plus grand des grands fantaisistes. La France de l'Hexagone rayonne et ils en assurent le prestige national. Enfin des modèles auxquels s'identifier. C'est le qui le soir pourrait par faveur se pendre à mon cou. La France a dans son jeu beaucoup d'atouts d'origine étrangère. Nous voudrions ce soir tenter de répondre à quelques questions. À l'Institut national des sports, voici Michel Jazy, qui est le plus grand athlète français. Jazy, vous êtes d'origine polonaise. Oui, c'est exact. Mon grand-père et ma grand-mère sont venus s'installer en France. Que faisaient-ils? Eh bien, ils étaient en Pologne fermiers et en France, ils sont venus comme mineurs. Et votre papa? Mon papa est venu aussi, il était aussi mineur et ils sont décédés, hélas, de la silicose tous les deux. Copa, qu'il porte le numéro 7 au poste d'ailier droit ou le numéro 9 qui désigne l'avant-centre, il semble parfois que la foule ne s'intéresse qu'à lui. Dès l'âge de 14 ans, j'ai travaillé à la mine. Je n'avais pas le choix à ce moment-là car j'ai fait presque tous les bureaux de placement à les mines et partout j'étais rejeté. Et je n'avais qu'un seul moyen, c'est d'aller à la mine. Pourquoi? Parce que j'étais fils de Polonais. La coupe, elle est devant vous, en gros plan, et à mes côtés. Alors, d'abord la parole au capitaine. Jean Djorkaeff, c'est un grand jour. Vous aviez déjà gagné la coupe avec Lyon. En 64, oui. Et contre Bordeaux. Contre Bordeaux, exactement. C'est une équipe qui vous va bien. Oui, pour l'instant, oui, très bien. Oui. C'est sûr que déjà, directeur de l'équipe de France, c'était quelque chose d'extraordinaire. Hein, et après, donc, être capitaine, pour moi, c'était l'apothéose. Mettez-vous à ma place et à la place de mes parents. C'est fantastique.
C'était important pour eux, parce qu'ils ont toujours resté apatrides. Oui, oui, apatrides. Même si j'étais au plus haut niveau, donc j'étais français et tout, donc moi, c'est pas de problème. Mais les parents, jamais. Ça, c'est... Malheureusement, ça peut arriver. Ça, c'est la tête dure des Djorkaeff. C'est ça. La mode marche en avant-garde avec un garrot. Les guêtres attirent l'œil, avant l'évasement du manteau croisé aux épaules carrées, et qui laisse apercevoir le col blanc de la robe. Mon père, il n'est jamais venu à Paris. Jamais. Et il n'a jamais su ou compris que j'avais une maison de couture. Pour lui, j'avais... Oui, je ne sais pas ce que tu fais exactement, me disait-il. Pour lui, c'était... Oui, peut-être un magasin, une boutique, je ne sais pas. Même une mercerie éventuellement, je ne sais pas. Pour lui, c'était un monde qu'il ne connaissait pas, qui ne lui plaisait pas. Donc il ne voulait rien savoir. Ungaro, mais aussi d'autres Italiens, Pierre Cardin, Francesco Smalto, font rayonner la mode made in France, cette fameuse élégance française. 3, 2, 1, feu. En 1965, la France lance son premier satellite. Son nom, Astérix, en hommage aux héros de bande dessinée qui semblent symboliser le mieux l'esprit gaulois. Le scénariste René Goscinny est le fils de juifs polonais arrivés en France dans les années 1920. Quant au dessinateur, Albert Uderzo, il vient d'Italie. Mon père n'a jamais pu apprendre le français et pourtant il s'acharnait. Il voulait parler français. Quand il rencontrait un collègue italien qui lui parlait en italien, lui répondait en français. Et l'autre ne comprenait rien parce que son français était inaudible. Et je disais, mais papa, pourquoi tu ne parles pas en italien? Mais il dit, je suis français, je parle français. L'intégration marche à plein. Oui, mais pas pour tout le monde. Il y a encore des bidonvilles. Remplacés petit à petit par des immeubles où ne logeront pas ceux qui s'en échappent, ils sont la mauvaise conscience de nos villes, l'image affadie de la misère du tiers-monde. Les Portugais et les Espagnols commencent à quitter les bidonvilles. Les Maghrébins y vivent toujours. On leur confie tous les travaux les plus durs. Ils favorisent l'intégration des immigrés venus d'Europe en les remplaçant sur les chaînes et dans les mines. Pour ces Maghrébins, il n'est pas question d'intégration. Le destin de l'immigré au marteau-piqueur est tout tracé. C'est de repartir au pays une fois le travail terminé. La blessure de la guerre d'Algérie n'est pas refermée. Ce n'est pourtant pas ces étrangers qui vont faire trembler l'État. À Paris, un jeune étudiant en cinéma qui vient tout juste d'arriver d'Algérie découvre en mai 68, sous les pavés, la plage. Ça pétaradait de tous côtés. Et c'est vrai que j'étais un peu candide dans les premiers temps. Je suis allé à la Sorbonne, il y avait le comité d'occupation, et puis il y avait une femme qui m'a dit, bah oui, ça tombe très bien, vous allez me remplacer, je vais allaiter mon fils. Du coup, je suis resté, je pensais qu'elle allait revenir, elle n'est jamais revenue. Et donc je suis resté pratiquement durant toute l'occupation de la Sorbonne, comme permanencier, me retrouver au cœur de la Sorbonne parmi le comité d'occupation, je me voyais avec une espèce de film. 68, c'est la possibilité de connaître une autre France. C'était entrer dans la société. C'était se faire reconnaître, admettre, exister, souffler par rapport à la dissimulation-assimilation. Enfin, on pouvait dire, dans le fond, d'où on venait. Et avec toutes ces multiplicités d'appartenances, qui étaient quand même nombreuses.
Mon père, il était assez inquiet parce que je m'agitais. Et donc, lui, ça lui faisait peur. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit « Maintenant, tu peux ». Je lui ai dit « Pourquoi maintenant je peux ?» C'est parce que la naturalisation était tombée. Et donc, il me dit « Maintenant, tu es vraiment française ». La plupart des immigrés restent à l'écart de la révolte étudiante. Mieux vaut être français pour oser les barricades. En 68, j'avais pas de manif, parce que je sais ce que c'est qu'une police. Je suis bien placé pour le savoir. Je savais très bien que si j'avais été à une manif, et si je me faisais attraper, j'étais renvoyé chez Salazar. Donc il n'était pas question que j'aille à une manif. Mais tout ce qui se passait, je trouvais ça assez fantastique. Les souvenirs de mai 68, où il y avait son petit frère qui était dans la rue, mon père disait « il ne faut pas que tu sortes », parce que s'ils attrapaient un Algérien dans la rue en mai 68, ils l'expulsaient direct. C'est pas bien vu de manifester quand on est algérien. Quand 9 millions de salariés se mettent en grève, les travailleurs immigrés sont parmi eux. Mais il faudra attendre encore 2 ans pour qu'ils osent prendre la parole sur des revendications bien à eux. Leur mai 68 à eux, c'est la grève dans les usines Penaroya. Penaroya à Lyon-Gerland est en grève depuis le 9 février. Les forces de police ont procédé à l'évacuation des travailleurs immigrés d'origine maghrébine. Nous sommes logés mal, ils ne sont pas payés bien comme il faut, comme les Européens. Et là, les revendications, c'était l'ensemble des conditions de vie et de travail, pas seulement des conditions de travail. Et c'était assez nouveau. Il y a eu des négociations, j'étais là, je traduisais. Pour la première fois, on voyait les émigrés, pas seulement présentés comme les malheureux victimes, etc., mais comme des frères, des camarades de combat. Pourquoi, à votre avis, il y a tant d'immigrés parmi les Je viens de vous dire un instant, pas parce que les Français ne veulent pas faire le travail qu'ils font. Pourquoi? Pas parce que, vous savez, c'est un travail vraiment qui est très sale et moins payé. Vous le voyez à l'extérieur, qui c'est qui travaille vraiment sur la voie publique? Et qui c'est qui fait des tranchées? Qui c'est qui vraiment qui fait les shots? C'est bien les immigrés, non? Et maintenant qu'ils demandent vraiment le salaire égal, le travail égal, et on leur refuse. C'est facile à voir ça. La France découvre les conditions de vie de ces immigrés, jusque-là invisibles. Lorsqu'un incendie détruit un foyer de travailleurs africains, elle s'émeut. Quand on voit des photos, qu'on les fait venir d'Afrique et puis qu'on les fait vivre dans un taudis pareil, écoutez, quand même, on est quand même... On met là-dedans. On les amène ici, on les file là-dedans et puis pas de boulot. Démerdez-vous. Hein? Les dossiers de l'écran, émission phare de la télé, consacrent alors un débat à leurs problèmes. Je me suis fait engager chez un patron. Au bout d'un mois et demi, je lui ai dit, monsieur, je ne peux plus continuer parce qu'avec le salaire que vous me payez, je meurs de faim. Un moment, messieurs. Évidemment, si nous employons 80% d'étrangers, c'est parce que dans la pratique, nous ne pouvons recruter pour les besoins de nos chantiers, essentiellement que les étrangers. Moi, je ne dis pas que M. Big n'a pas raison dans ce qu'il dit ou quoi que ce soit. Mais malheureusement, la première baraque montée sur un chantier, c'est celle où on met le matériel. Parce que le matériel, il vaut plus cher et il est mieux traité que les travailleurs. On se sert de ces gens-là, mais ils ne demandent qu'à être traités comme des humains. Au centre de cette revendication, leur volonté de vivre normalement en France. Lorsque de nouvelles circulaires viennent restreindre leur droit à rester, le tollé est général. L'Église monte en première ligne. Il y a même grève de curés à la messe de Noël. La mobilisation est telle que les mesures sont retirées.
Symbole de ce nouvel état d'esprit, la première loi contre le racisme est votée à l'unanimité en 1972. Le gouvernement français est fondamentalement antiraciste. Et tout ce qui ressemble au racisme, nous l'exécrons. D'être né dans les années 60, tel que j'ai été conçu, c'était compliqué, oui, parce que à l'école primaire notamment, on me traitait de tous les noms. Alors, Bougnoul, retourne dans ton pays. Je dis, mais je suis né à Paris. Ah bon, mais comment ça se fait? Quand je dis, je suis d'origine arménienne, les gens ne connaissaient pas, les gamins, ils avaient 7, 8, 10 ans, ils ne connaissaient pas. J'ai subi beaucoup de racisme. Et mon père me disait, t'inquiète, comme ça tu vois tes vrais amis. Ceux qui t'insultent, c'est qu'ils ne sont pas intelligents, ils ne sont pas cultivés. Et moi, je peux pas être bête. Douanier. J'aime pas les étrangers. Ils viennent manger le pain des Français. Il m'a répondu, j'en ai ras-le-bol, moi. Votre pain et de votre France. Je m'en vais. Il fout le camp. Il a pris sa femme, ses enfants, sa valise. Il est monté sur un bateau. Il est parti loin, au-delà des mers. Et depuis ce jour-là, dans notre village, nous ne mangeons plus de pain. Il était boulanger. Moi, j'ai souffert du racisme parce que je m'appelle Dali Sanchez et que ce nom Sanchez est très espagnol. Et pour moi, c'était très dur. Et quand je suis partie sur Marseille, là, mon monde a changé complètement. Parce que c'était plus moi qui subissais le racisme. À Marseille, il y avait énormément de Nord-Africains. Et là, j'ai été choquée. Parce que moi, du coup, j'étais une Française. Et je me disais, mais comment ils peuvent être aussi désagréables avec ces gens? Parce que moi, j'ai vécu ça. On était français, mais on était arabes. On nous a toujours dit, vous êtes arabes. On était les arabes du quartier. Donc pour nous, être arabe, c'est être arabe. On vivait en France, mais on était arabe. Sauf qu'à un moment, être arabe, c'est devenu quelque chose de dangereux. Allez, s'il vous plaît, là, allez, hop, allez, faites partir les gens, écartez-vous un peu là. Allez. Pour la seule année 1973, 52 Algériens sont assassinés. Lynchage, mitraillage sur des femmes de ménage, bombes dans les bars ont lieu partout en France. Un attentat détruit le consulat algérien à Marseille. Quand on a commencé à grandir, dans les années 70, c'était un peu plus dur parce que traîner dehors, ça voulait dire contrôle de police, risque de ratonnade et compagnie. Alors, ce que quelqu'un passe, c'était hop, un coup de mitrailleuse, une rafale de mitrailleuse, de pistolet, gratuitement. Et ça s'est passé dans tous les quartiers de Marseille. On disait, à l'époque, hein, je n'accuse personne, on disait que c'était des pieds noirs, des policiers pieds noirs, des anciens de l'OAS. Et souvent, nous, quand on se faisait arrêter, c'était des policiers pieds noirs qui nous voulaient du mal, qui nous ont embarqués, nous ont emmenés à Saint-Louis, nous ont enfermés dans un couloir avec les chiens. Et ils partaient si vous voulez, mais bon, si on quittait le bout du couloir, si vous pouvez par les chiens, voilà, vous voulez faire la loi ici, vous n'êtes pas chez vous ici. À Marseille, pour se garder de la population entièrement gitane et arabe d'une cité HLM, on a construit un mur de la honte garni de barbelés. C'est la France qui se divise. Une nouvelle extrême droite qui naît alors veut recréer en France les inégalités raciales des colonies. Elle ne supporte pas que les Algériens se fassent entendre. Ma mère s'est battue pour ses droits et elle le disait, moi je suis là, quoi. C'est ici que je vis, donc c'est ici que je vais poser ma règle. Une fois, ils partent au supermarché, mon père il va pour se garer, il y a le mec il arrive en face, il prend la place, et il descend, et ma mère elle descend, ouais la place et tout, il dit, oh, vas-y si t'es pas contente tu rentres chez toi. Je dis quoi? Moi je rentre chez moi, écoute-moi bien, hein. Vous êtes resté 130 ans en Algérie, hein. Moi ça fait que 30 ans, il me reste 100. Un siècle ou une vie. 100 ans après la Troisième République, la France est le pays de tous ceux qui y vivent. Je pense qu'au départ, ils n'imaginaient pas de ne pas revenir, quoi. Et puis au fur et à mesure, du fait qu'on grandisse, je crois qu'ils nous voient évoluer, et puis ils se disent, ah non mais là, mon gamin, là, c'est pas un Algérien. Il est trop fragile, ou je sais pas quoi, ou il est trop ci, ou il est trop gâté, ou il est... Enfin, avec leur regard à eux, hein, c'était pas Dolto non plus, mais enfin avec un truc comme ça, un peu, je pense.
Je me souviens très bien quand on partait en Algérie, notre père, quand il était avec ça, il disait, il n'aimait pas qu'on se fasse passer pour des bourges là-bas, parce qu'il y avait beaucoup d'immigrés qui faisaient ça. Pour leurs enfants, le bled n'est qu'un moment de vacances. Elle commence par l'autoroute du mois d'août, avec tous les Français qui retournent au village. Quand on partait en vacances, il fallait voir ce qu'on mettait dans la voiture. J'ai jamais vu des voitures aussi chargées de ma vie. Et ça, c'était impressionnant. Là, et quand on revenait, ben, c'était pire. Parce que quand on revenait, il fallait ramener des pommes de terre, des oignons, que la famille nous donnait. Et ouais, les voitures, elles étaient chargées à mort. Moi, je dis toujours, et je fais rigoler mes collègues quand je dis ça, mais c'est la vérité. Je dis, mon père, il a inventé la direction assistée. La voiture était comme ça, les roues, elles touchaient même pas le sol. Donc le volant, c'est... Mais bon, après, dès qu'on arrivait voilà, en Espagne, c'était génial, quoi. Mais on arrivait en Espagne pour faire... ce qui est terrible, c'est que mes parents n'arrêtaient jamais. C'est-à-dire qu'on arrivait là-bas et on faisait les foins. Donc on coupait l'herbe, le tout à la main. Il n'y avait pas de tracteur, de trucs et tout. Donc moi, je passais tout l'été à couper l'herbe. J'adorais ça, hein, mais c'est vrai qu'il y a des moments... Signe que les choses ont changé, au milieu des années 70, le nouveau président de la République se doit de rendre visite aux immigrés. Là où ils ont passé toutes les 30 glorieuses. Vous avez combien d'enfants? Combien d'enfants? 9 enfants. Et le père travaille? Il n'est pas là, il est au travail. Là. On va aller voir la famille où il y a 27 enfants. Quand on dit bidonville, c'était bon. Moi, je vous dirais, dans mes souvenirs, une maison qui était propre, bien tenue, mais l'hiver, quand il faisait très froid, on avait les murs, il y avait la glace dans les murs. C'était un bidonville. Maintenant, on a vécu heureux là-dedans, mais je ne mettrais pas mes enfants. C'est trop serré, je voudrais déménager. Et qu'est-ce que tu voudrais dans ta maison, si tu avais une autre maison? Je sais pas. Hein? Je voudrais avoir une salle de bain. Une salle de bain? Une salle de bain, oui. Puis je voulais avoir une chambre pour dormir avec ma soeur et mon bébé. Avec ta sœur et puis avec sa sœur. Et ton bébé, ta poupée. Voilà, elle est là-haut. C'est ça. Vous voulez la voir, elle est là-haut. Elle est là, ta poupée? Elle marche et puis elle pleure. Voilà. Celle qui est contre le mur, là. Ouais. Dans le bidonville de l'Estac à Marseille, Smaël Zidane a manqué la visite de Giscard. Il vient d'obtenir un appartement tout neuf à la cité de la Castellane, juste après la naissance de Zindine, le petit dernier. Une nouvelle vie commence pour toute une génération de petits Français.